Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette conférence Voie d'excellence, l'université et ses doubles licences, ce qu'il faut savoir avant de postuler. Je me présente, je suis Christophe Delevac, je suis responsable du service d'information et d'orientation de l'Université Paris 1 Sorbonne et je vais tâcher d'animer cette conférence pour laquelle nous accueillons Mireille Touzery, qui est professeure d'histoire et responsable de double licence, mais aussi directrice du département d'histoire donc à l'Université Paris-Est Créteil. Bonjour. Ça va. Ainsi que Karine Lebarche, qui est responsable de la licence sciences biomédicales à l'UFR des sciences fondamentales et biomédicales de l'Université Paris-Cité. Bonjour à tous. Alors, parcours d'excellence, qu'est-ce que l'on entend à l'université comme parcours d'excellence ? Vous avez tous en tête, dans les parcours d'excellence, les classes préparatoires aux grandes écoles. Il faut savoir qu'il n'y a pas que ces parcours qui existent en termes de parcours d'excellence. Nous avons au sein de nos établissements un certain nombre de formations qui sont d'un calibre et d'un niveau extrêmement élevé, soit en termes de formation fondamentale, mais aussi en termes d'encadrement et en termes d'exigence. Nous avons mis ici de faire attention à un certain nombre d'appellations. Nous allons y revenir au fur et à mesure de notre conférence. Et vous verrez, il y a énormément de différences entre les doubles licences, les majeurs, les mineurs, les bidiplômes, les bilicences, les doubles diplômes, toutes ces formations-là qui sont des formations qui existent dans les établissements de l'enseignement supérieur et donc dans nos universités. Pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un tout petit peu d'histoire puisque nous avons une enseignante en histoire et nous avons ce thème des formations de double licence. Vous êtes, Madame Touzery, presque, je dirais, à l'origine de ces doubles licences. Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit peu l'historique puisque à l'Université Paris-Créteil, vous avez été précurseur dans ce domaine ? Exactement. Nous avons inventé les doubles licences en France en 2002. C'était pas moi, c'était une de mes collègues qui est professeure d'histoire romaine, d'histoire ancienne, et qui s'est dit, tiens, en première année, il y a quand même beaucoup d'enseignements communs dans les différentes licences de la faculté des lettres, méthodologie, langue, informatique, ce genre de choses. Et il y a aussi, au fil des 3 années de licence, pas mal d'options. Donc, en s'organisant correctement, on pourrait faire en sorte que les étudiants fassent 2 licences en exploitant ces enseignements qui sont communs à tout le monde pour ne pas leur demander 2 fois. Et le résultat, c'est que à la sortie des 3 années de licence, eh bien, avec 150% d'enseignement, ils avaient 2 diplômes complets. Donc, c'est cette technique, cette logique qui a fait école, puisque maintenant, on trouve ces doubles licences dans la plupart des universités françaises, hein, et qui repose là-dessus, finalement, sur le fait que, surtout en première année, la spécialisation n'est pas très forte et qu'elle monte en gamme au fur et à mesure, et on va exploiter ces possibilités données par ce qu'on appelle dans le jargon local la maquette des licences. Et ça a très bien fonctionné, en particulier pour les élèves de terminale qui n'ont pas choisi
ou ne veulent pas choisir, ont des goûts multiples, qui aiment autant l'histoire que la philo, par exemple, ou que les lettres, ou que la géographie. Et ça satisfaisait tout à fait leur goût. Et ça leur permet d'attendre un petit peu pour affiner leur choix. D'autant que quand on arrive à la sortie de la licence, là, ce coup-ci, on va se spécialiser dans une ou l'autre des deux disciplines en master, mais qu'on a bien eu le temps de faire le tour de la question. Donc ça, c'était tout à fait positif. Et puis le deuxième public qui a apprécié cette double licence, ce sont les élèves qui vont en classe préparatoire, donc pour nous en Hippocagne ou en Cagne. Et puis, à qui finalement le rythme de l'Hippocagne ne convient pas ou qui ne souhaitent pas poursuivre, même après la Cagne, et qui réintègrent la faculté. Et là, comme ils ont eu une formation assez polyvalente aussi en prépa, ça tombe très bien. Ils s'intègrent sans aucun problème dans la double licence. Voilà, donc les points forts structuraux, on pourrait dire. Donc la naissance ne date pas d'hier, mais bien avant-hier. Vous voyez, on parle souvent de nouvelles formations dans les universités. En fait, les formations datent depuis très très longtemps. Je voulais revenir vers vous, Madame Lebarge, sur les différences qu'il pourrait y avoir entre une licence classique, une licence simple et une double licence. Alors, quand on fait une double licence, au bout des 3 ans, mais ça peut aussi être 4 ans, il y a des organisations qui peuvent être proposées en 3 ou 4 ans, selon les doubles licences. Tout simplement, vous avez 2 diplômes de licence, là où une simple licence ne vous donnera qu'un seul diplôme. Et en termes horaires, ça représente quoi, la différence entre les deux ? Oui, alors comme l'a dit Madame Touzry, effectivement, on ne fait pas 100% des 2 licences. On essaye d'être un peu intelligent pour éviter donc les redites sur les matières qui sont communes dans les 2 licences. Donc on mutualise certains enseignements qui vont donc compter 2 fois. Madame Touzry a parlé de 150%, à peu près. Moi, je dis que avec ce jeu des mutualisations, on va dire qu'on fait 2 tiers de chacune des licences. En fait, on fait nous avons structuré dans nos maquettes les enseignements en termes d'enseignements fondamentaux et d'enseignements complémentaires et transverses. On assure que dans les 2 licences, les enseignements fondamentaux soient assurés. Et sur les enseignements transverses et complémentaires, ils sont faits qu'une seule fois. Donc on arrive à un bon 2 tiers dans chaque licence. Donc à peu près 60-70%, quelque chose comme ça, selon la double licence. C'est variable selon les semestres, c'est variable selon les doubles licences. Et lorsque vous parlez des enseignements transverses, vous pensez à quoi ? Aux langues ? Alors pour nous, ce sont les langues, ce sont l'informatique, c'est tout ce qui est lié à la méthodologie, c'est tout ce qui est lié à l'orientation, toutes ces compétences transverses qui sont communes à toutes les formations en licence, en premier cycle. Alors, on nous parle donc des doubles licences assez régulièrement et parfois on entend parler de double diplôme. Est-ce qu'il y a une différence entre ces doubles licences, ces doubles diplômes ? Alors, double licence, c'est 2 diplômes de licence. Oui. Et double diplôme, c'est une licence et une autre formation, un autre diplôme associé à une autre formation, comme des DU. Comme des DU, des formations. Alors, il peut y avoir aussi des formations à l'étranger ? Des doubles formations. C'est diplôme d'université. Diplôme d'université. Qui est un diplôme qui ne donne pas un niveau supérieur. Si on rentre dans un diplôme avec un prérequis d'avoir eu un bac plus 1, donc on fait une année supplémentaire, on n'aura pas un bac plus 2 à l'issue de cette année-là, on aura toujours un bac plus 1, mais avec une spécialisation. Voilà. Alors, les diplômes de DU peuvent avoir lieu bac plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, puisque ce sont des diplômes d'université, et ce sont les universités qui décident de la création de ces diplômes elles-mêmes, puisqu'il y a une autonomie des universités. Madame Touzry, on entend aussi les CPGE. Tout à l'heure, dans mon introduction, j'ai parlé des CPGE. Est-ce qu'il y a une réelle difficulté, et vous en parliez tout à l'heure, de pouvoir intégrer des doubles licences ou des licences ou l'université après une CPGE ? Y a-t-il vraiment des différences entre une CPGE et une double licence ? Pas tant en termes de pédagogique, mais peut-être en termes de rythme, d'organisation ? Ah bah oui, il y a 2 grosses différences avec la CPGE. Premièrement, c'est l'esprit. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas de compétition.
entre les étudiants, ça change tout sur l'atmosphère. Et du côté des... Ah, moi, ça ne marche plus le micro. Bon, merci. Du côté des rythmes, c'est sûr que nous, on ne fonctionne pas suivant le rythme classe, comme les CPGE, classe type lycée. Hein. Il y a beaucoup plus de moments libres, hein, où les étudiants sont complètement autonomes. Hein, ils travaillent seuls aux travaux qu'on leur donne. Donc, en nombre d'heures de cours, il y en a moins, hein, mais ce n'est pas le même type de travail, puisque nous, on ne prépare pas de concours. Donc, on n'a pas de bachotage à faire, si vous voulez, ce qui donne infiniment plus de liberté et donne bien plus de place à la créativité, tant des professeurs que des étudiants aussi. On n'a pas de colle, comme on pourrait avoir en classe préparatoire des grandes écoles. Donc, non, il n'y a pas de colle. Il y a des exercices oraux, bien sûr, hein, qui sont proposés, mais ce n'est pas du tout dans l'esprit compétition. Et puis, si je peux rajouter, il y a les avantages de l'enseignement à l'université, à savoir l'adossement à la recherche, qu'il n'y a évidemment pas en classe préparatoire. Et cet adossement à la recherche, eh bien, il est dans les 2 domaines de la licence. Oui, donc l'adossement à la recherche, cela veut dire que les enseignants de l'université, contrairement à ceux des classes préparatoires, sont tous ce qu'on appelle des enseignants-chercheurs. C'est un corps spécifique de fonctionnaires. Ça veut dire que tout le monde est docteur, hein, et que tout le monde travaille, fait de la recherche, publie des livres, écrit des articles, va à des colloques, etc. Donc sur des thèmes évidemment spécialisés, et que nous faisons passer, hein, nos recherches très directement dans nos cours. Alors à des niveaux différents. En première année, ça reste... oui, mais en 3e année et en master, on a des intitulés de cours très directement liés à nos spécialités. Et du coup, puisqu'on est quand même des équipes relativement diverses et nombreuses, ça fait tout un choix, si vous voulez, d'intitulés de cours qu'il n'y a absolument pas en prépa, puisqu'en prépa, on est tenu par le programme du concours. Donc, nos sujets de cours à nous sont bien plus variés, bien plus intrigants même, hein, et bien plus en phase avec la production historique. Exemple, la première année, pour prendre un cours assez général, là, je vais commencer un cours sur l'histoire des sons et des odeurs. On n'aura jamais ça en classe préparatoire. Ça, c'est sûr. Donc, l'université, ce sont des formations à la recherche par la recherche, donc avec des enseignants-chercheurs. Sur cette double licence, quels sont les profils qui peuvent vous intéresser afin de pouvoir les intégrer ? Alors, je vais dire que c'est effectivement très dépendant de l'association des 2 licences. Hein. Donc, moi, par exemple, je suis responsable d'une licence qui est une licence scientifique. Et nous avons 4 doubles licences. Une avec une licence de mathématiques. Donc, on va dire qu'on reste dans le même domaine disciplinaire, hein, les sciences. Et les 3 autres sont associés à des sciences plus humaines, donc du droit, de l'économie-gestion et des sciences psychologiques. Donc évidemment, on ne va pas rechercher les mêmes profils, hein, tout à fait, en fonction des associations dans les doubles licences. On recherche avant tout des étudiants qui sont motivés et qui ont une motivation qui est égale pour les 2 licences. Parce que si jamais il y a une licence qui prend un peu le pli sur l'autre, sur le long terme, nous observons que ça ne fonctionne pas. Après, il s'avère que nous, dans l'association des 2 licences, la licence qui pose le plus de difficultés en termes de réussite, c'est plutôt le côté sciences biomédicales. Alors, ça tient lieu à quoi ? Ça tient lieu à nos pratiques pédagogiques. Parce que Mme Touzry disait que, si j'ai bien compris, l'enseignement, l'organisation est telle que les étudiants peuvent aller à tous les enseignements des 2 licences. Nous, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place parce que, par exemple, la licence de droit et la licence sciences biomédicales ne sont pas du tout situées sur le même campus.
Donc il a fallu mettre en place des pratiques pédagogiques innovantes et qui permettent aux étudiants d'avoir possibilité de suivre les enseignements, mais pas forcément en présentiel. Donc on a un certain nombre d'enseignements qui sont proposés en dématérialisé, et c'est plutôt du côté de la licence sciences biomédicales. Donc il faut être très solide en sciences pour pouvoir, je vais dire, si je peux m'exprimer comme ça, un peu encaisser ces pratiques qui peuvent être nouvelles quand on sort du lycée. Donc voilà, on cherche des gens ce sont des filières qui sont sélectives sur Parcoursup. Si le niveau n'est pas suffisant, nous ne prendrons pas les étudiants parce que quand on dit non, c'est qu'on pense qu'ils ne vont pas réussir. Et notre travail, c'est aussi de savoir dire non pour ne pas mettre un futur étudiant dans une situation invivable. On recherche aussi des caractères qui sont particuliers. Ce sont à l'université, qu'on soit en licence ou en double licence, il faut dompter cette autonomie. Il faut donc savoir travailler seul, savoir aussi être ouvert d'esprit, parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes modalités de contrôle des connaissances dans chacune des deux licences. Donc il faut savoir appréhender rapidement des modes de fonctionnement qui sont différents. Il faut être curieux. Parce que quand on fait du droit et des sciences, il faut vraiment une grande ouverture d'esprit. Et puis évidemment, il faut être capable d'avoir une très grande capacité de travail, parce que ça, une double licence, on vous dirait qu'on ne travaille pas, c'est pas possible. Alors, les formations à l'Université Paris-Créteil sur ces doubles licences, les profils. Je rectifie ce qu'a dit ma collègue. Non, les étudiants qui sont en double licence n'ont pas accès à tous les enseignements, parce qu'on n'y arriverait pas. Mais en présentiel ? Oui, tout est en présentiel. Voilà. Donc nous, non. C'est même interdit de faire du distanciel chez nous. Donc c'est extrêmement organisé, parce que les emplois du temps sont compliqués à mettre en place, puisqu'il faut que le département d'allemand ait ses fondamentaux qui ne tombent pas en même temps que les fondamentaux d'histoire, par exemple, pour une double licence histoire-allemand. On est sur le même site, le campus centre de Créteil, sauf pour la double licence histoire-sciences politiques, puisque notre institut d'études politiques, donc de notre université, se trouve à Fontainebleau. Donc là, ils ont des jours à Fontainebleau et des jours à Créteil. On ne déplace pas les étudiants dans la journée, évidemment. Donc c'est vraiment une organisation au cordeau et tout à fait millimétrée. Alors le profil, c'est ça ? Le profil. Alors le profil, il faut bien voir quand même que c'est vrai que l'histoire des troncs communs au lycée, ça a changé beaucoup de choses. Parce que on le sent très très bien. Les élèves qui ont fait AGGSP ou humanité, enfin les spécialités littéraires, c'est sûr, ils ont beaucoup plus de compétences que les autres. Ils arrivent avec un niveau de base de départ qui nous a changé par rapport aux situations antérieures. Donc, dans toutes les demandes qu'on va voir arriver, comment ça se passe ? On fait d'abord un tri bête électronique, en classant en premier les spécialités, alors à égalité, histoire, AGGSP, histoire, l'autre là, humanité et la troisième qui m'échappe. Et puis après ça, on demande un tri sur les notes. Pas toutes les notes, naturellement. Nous, les mathématiques nous intéressent très peu. Et on prend en compte le français, ça c'est très important. Les notes d'histoire, de géographie et de l'autre licence. Bien sûr, les deuxième tri. On regarde après ce que ça donne. Et les lettres, et les appréciations. Là, on regarde les dossiers. Donc, dans les dossiers, dans les bulletins, ce qu'on regarde, comme a dit ma collègue, c'est avant tout les appréciations qui vont permettre de départager des élèves en fonction de leur tempérament, c'est-à-dire autonome, intéressé, créatif, voilà. Et donc ça, c'est par contre, alors mauvais esprit, gênant, etc. On le prend pas. Parce que c'est pas la peine de se disperser.
Et qu'est-ce que je voulais dire pour finir ? Oui, donc les lettres de motivation personnelle, on les lit. On les lit pas du premier coup, hein, mais donc on fait d'abord le premier tri parce qu'il y a quand même énormément de demandes. Et ensuite, on les lit. Et là, c'est pas la peine d'avoir fait des choses extraordinaires dans sa vie, d'avoir fait 3 fois le tour du monde ou de s'impliquer dans telle ou telle association. Enfin, c'est bien, hein, les associations, mais il peut y avoir des activités qui sont très... qui génèrent des inégalités sociales. Ça va pas, ça. Donc, c'est vraiment le discours de l'élève lui-même, ce qu'il aurait envie de faire dans la vie, qui nous intéresse. Et on prend aussi des profils exotiques, c'est-à-dire il ne faut pas forcément avoir fait... on prend des redoublants aussi, chaque année, ou des gens qui ont une première année, ça veut dire des gens qui ont déjà une première année de supérieur et qui veulent se réorienter. Hein. Et puis, il y a toujours des étudiants étrangers qui n'ont pas le même parcours que les nôtres. Donc, on est ouvert au dossier atypique. Donc, en résumé, on peut bien voir qu'il y a des organisations différentes selon les universités et parfois au sein même de l'université. Quand je parle d'organisation, certaines formations de double licence vont avoir du présentiel à 100%, d'autres du présentiel avec du distanciel. Il va y avoir des possibilités qui vont être différentes. Donc nous, on va vous inviter vraiment à aller sur les sites des universités, à les rencontrer déjà sur le salon, mais aussi d'aller dans les journées portes ouvertes afin de pouvoir voir concrètement quels sont les rythmes, comment sont organisées les différentes doubles licences pour ne pas être pris au dépourvu. Et puis on parlait d'autonomie. Tout à l'heure, vous avez parlé d'autonomie. C'est souvent un peu le grand loup blanc, l'université, où on parle d'autonomie. Est-ce que l'autonomie, c'est « je suis livré à moi-même » ou est-ce que l'autonomie, c'est plus une organisation, c'est une gestion du temps, c'est une gestion de ses études ? Alors, je lui prends la parole. Donc, c'est avant... Alors, d'abord, en tout cas chez nous, mais je pense que chez ma collègue, c'est pareil, c'est un peu partout pareil, on monte en régime progressivement. C'est-à-dire qu'en première année, les étudiants sont quand même largement encadrés. Hein. Nous, chez nous, en première année, il y a très, très peu de grands cours d'amphi, par exemple. Par contre, il y a beaucoup de cours sur le format TD, hein, où les enseignants connaissent les étudiants et où on est proche d'eux. Mais c'est vrai que ça monte en régime suivant les 3 années. Et en la 3e année, il faut être beaucoup plus autonome. Et ce que je voulais dire, en rythme, non, c'est tout, je crois. Et donc, oui, et c'est donc la gestion du temps. Voilà, la gestion du temps. Je pense que la gestion du temps, c'est la grosse différence avec les classes prépa. Dans les classes prépa, tout est minuté. Nous, il peut y avoir des trous, c'est sûr. Bon, ben là, on va à la bibliothèque. Hein. On travaille à ce moment-là. On lit, on travaille avec les autres, si on a des travaux de groupe, et on essaye de ne pas perdre de temps. Voilà. Exactement. L'autonomie, il faut être autonome dans son travail, mais il faut quand même reconnaître que les étudiants en double licence sont quand même très encadrés. Puisque justement, on leur demande réellement d'optimiser leur temps, on évite qu'ils aient à chercher des informations à droite à gauche. Donc, on facilite un petit peu la vie. Je vais dire, allez, je le dis, on chouchoute ces étudiants en double licence. Non pas qu'on ne chouchoute pas les étudiants en simple licence, mais disons que dans un souci d'efficacité, par exemple, chez nous, les encadrements de TD qui sont en présentiel, hein, c'est seulement les cours magistraux qui sont dématérialisés, sont assurés directement par les enseignants qui font les cours magistraux, de manière à ce que, comme ils n'assistent pas aux cours magistraux, ils puissent poser leurs questions pendant les TD. Voilà, donc il y a de l'autonomie, mais autonomie ne veut pas dire abandon. Hein. Alors, est-ce que justement le fait qu'il soit très encadré, c'est aussi la cause ou la bienveillance du... Ça marche. On a vraiment des problèmes de micro, mais ce sont les aléas du direct. Les aléas du direct. Voilà, on va y arriver. Donc, ma question était plutôt sur
Sur le nombre de places qu'il peut y avoir dans les doubles licences par rapport à une licence simple, est-ce qu'il y a le même nombre d'étudiants ou pas? Est-ce que justement cet encadrement est plutôt bénéfique du fait du nombre d'étudiants? Comment est-ce que vous voyez les choses? Chez nous, le plus qu'ils ont par rapport aux autres, parce qu'ils sont tous mélangés, hein, donc il n'y a pas de classe pour les doubles licences et les simples et les licences de spécialité et monodisciplinaires. Ils sont tous ensemble, il n'y a pas de ségrégation. Mais en revanche, comme la gestion de l'emploi du temps est spécifique, les étudiants de double licence s'inscrivent dans les TD les premiers pour qu'on soit absolument certain qu'ils n'ont pas de problème de chevauchement horaire. Ce qui fait qu'ils vont se retrouver plus que les autres, sans doute, dans les mêmes groupes. Et ils vont créer eux-mêmes, c'est pas nous, hein, un effet groupe. Hein, et avec une forte solidarité à l'intérieur de ces... Mais c'est technique, en fait. Hein, au départ, c'est pas étudié pour... Alors que nous, comme on a 4 doubles licences et que ces 4 doubles licences finalement constituent en licence sciences biomédicales un unique groupe, on organise pour eux un emploi du temps de travaux dirigés et de TP qui est spécifique. Ils constituent donc un groupe unique, sauf que c'est plutôt très sympathique pour eux parce qu'ils ne sont en fait pas issus des mêmes formations. Hein. On mélange les gens qui ont associé la licence sciences biomédicales à du droit, ou à de l'économie-gestion, ou à des maths, ou à des sciences psychologiques. Donc ça donne effectivement une très jolie dynamique de groupe, cette multitude de profils. Et puis comme ils sont dans des formations qui sont différentes, mais toutes très exigeantes, il y a un vrai... Dans la difficulté, il y a un vrai esprit de groupe. Je suis pas sûre. Il y a un vrai esprit de groupe qui se crée avec une vraie solidarité entre les étudiants. C'est souvent des groupes très, très intéressants à voir évoluer et à voir grandir. Et donc là aussi, on voit que chaque université, puisqu'on a 2 exemples, mais on pourra en rajouter un 3e avec celui qui est devant vous, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, selon la filière, il y a des groupes qui sont réellement constitués de double licence et suivis comme étant un groupe de double licence, et d'autres, c'est en fonction, comme vous le disiez tout à l'heure, du technique. Ça va le faire. C'est là où il faut rester zen, agréable, avec le sourire. Et parfois, c'est vraiment en termes techniques où, comme ils ont une priorité sur ce que l'on appelle l'inscription pédagogique, 2 inscriptions à la fac, une première administrative où on va avoir sa carte d'étudiant, où vous allez payer les frais d'inscription, et une deuxième où on va choisir les cours, où on va pouvoir faire son emploi du temps. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, Madame Touzry, il y a certaines formations, même à Paris 1, où le fait de choisir certaines UE, certaines unités d'enseignement, de fait, ils vont se retrouver ensemble sans même avoir constitué un groupe de manière volontaire. Tout à l'heure, j'abordais la CPGE, vous avez parlé du temps de travail, le rythme au sein d'une double licence. Quel est-il? Est-ce que l'étudiant peut avoir une activité sportive, bénévole, professionnelle, associative en dehors de son cycle d'études? Bon, alors pas trop quand même, hein. Mais c'est quand même déconseillé. Mais dans les maquettes, il y a des options qui permettent de faire du sport. Donc ça, c'est intégré dans la formation. Du sport ou d'autres options diverses et variées, je sais pas, culturelles ou autres. Donc ça, c'est intégré. Mais avoir des activités trop prenantes et en particulier des activités salariées. Alors, il y a des étudiants qui sont obligés de le faire pour des raisons financières et qui le font, mais ils arrivent fatigués au bout de l'année. Donc, si on peut ne pas avoir d'activité supplémentaire, c'est bien. Et donc, se limiter à ce qui est prévu dans le cursus. Je partage complètement cette opinion. Les étudiants peuvent faire du sport et de l'engagement étudiant à l'université ou même hors de l'université, mais il faut que ça reste sur un volume horaire qui soit contrôlé. Ce qui ne marche pas, c'est effectivement quand les étudiants ont une activité salariée, c'est trop compliqué
de mener de front les 2 licences avec la vie salariée à côté. Oui, c'est compliqué. Alors, outre la vie salariée, on peut quand même garder un exutoire, quelque chose. Oui, complètement. Sport, association étudiante, sportifs de haut niveau. On a même des sportifs de haut niveau qui sont en double licence, mais ça peut casser quand même. C'est une organisation, c'est ce que l'on disait tout à l'heure sur l'autonomie. L'autonomie, c'est apprendre à travailler, c'est une méthodologie, c'est de s'organiser. Alors, je vais juste faire un petit point sur les artistes de haut niveau ou les sportifs de haut niveau. Et il y a un accompagnement qui est fait par les universités. Il convient à ces futurs étudiants de se déclarer directement et rapidement auprès de leur université lorsqu'ils seront acceptés pour qu'on puisse mettre en place une organisation spécifique auprès d'eux. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. De même, pour les étudiants en situation de handicap, il faut vraiment se déclarer et pas rester isolé et ne pas le garder pour soi, parce qu'il peut y avoir des aménagements qui sont spécifiques. Souvent, les étudiants sportifs de haut niveau ou artistes de haut niveau ont déjà une organisation bien rodée au lycée et ils y arrivent en double licence. Oui, ce que je voulais dire à propos des rythmes, c'est qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est pas parce qu'on est en double licence qu'on ne peut pas partir en Erasmus ou à l'étranger. Donc ça fonctionne, comme pour les autres. Donc en général, nos étudiants partent en Erasmus soit en semestre 4, soit en semestre 5, c'est-à-dire en fin de 2e année ou en début de 3e année. Toutes les universités ont des accords internationaux extrêmement riches. À l'intérieur de l'Union européenne, et ce sera Erasmus. À l'extérieur de l'Union européenne, ce sera d'autres accords avec le Canada, avec les États-Unis ou des pays d'Amérique latine aussi. Ou des accords bilatéraux, directement de gré à gré entre une université et une autre. Oui. Vous avez abordé, lorsque je parlais des rythmes, vous avez parlé de la vie associative. Est-ce qu'il existe quand même une vie associative lorsqu'on est en double licence ? Puisque c'est bien de faire des études, mais aussi peut-être de créer son réseau et d'être dans une certaine communauté. Oui, alors là, ça dépend vraiment de chaque étudiant, de ce qu'il souhaite faire. L'offre est énorme dans les universités pour les activités associatives de type extrêmement varié. Humanitaire, culturel, sportif, assistance sociale, aide aux devoirs des petits, enfin bon, que sais-je. Et c'est très facile pour les étudiants d'aller contacter le jour de la rentrée. Toutes les associations sont là avec leurs stands et on peut aller voir ce qui vous intéresse. Alors, tout dépend de l'université pour les stands. Pas rien, il n'y a pas de stand. On essaye de le mettre en place. Ce n'est pas le jour de la rentrée, c'est un mois après. Alors, moi, je rajouterais que la vie à l'université, c'est quand même des belles années et des années très, très formatrices et dans lesquelles vos enfants grandiront beaucoup et évolueront beaucoup. Il y a effectivement beaucoup d'associations à l'université, en particulier des associations directement liées aux formations. Qui accompagnent les étudiants dans leurs études, qui organisent des soirées, mais qui organisent également des activités pédagogiques. Donc, puisque ces étudiants de double licence appartiennent à 2 licences, ils ont 2 fois plus de possibilités d'adhérer à ce genre d'association. Et on remarque aussi de plus en plus que les étudiants en double licence constituent eux-mêmes des associations spécifiques dédiées aux doubles licences, donc dans lesquelles ils renseignent les futurs élèves, les élèves au lycée pour les accompagner, leur expliquer en quoi consiste une double licence, ou bien des structures dans lesquelles se développe du tutorat spécifique à ces doubles licences. Oui, ils ont tout à fait le temps et même c'est très formateur. Et ça encore, c'est pas très rigolo, je veux dire, mais ils ont des activités associatives beaucoup plus ludiques. Ils partent faire du ski à des tarifs défiant toute concurrence. Donc là, il faut en profiter quand on est étudiant parce que il y a vraiment beaucoup de choses faites pour rendre les activités possibles. Puis l'accueil d'étrangers aussi, l'accueil d'étudiants étrangers. Il y a énormément d'échanges de ce point de vue-là. Je rajouterais qu'il faut continuer à vivre sa vie d'étudiant.
La vie d'étudiant, c'est important. Il y a le métier de l'étudiant au quotidien. Il y a aussi la vie d'étudiant. Donc, il peut y avoir des soirées, il peut y avoir des sorties, il peut y avoir des activités culturelles. Si on fait une soirée le jeudi soir, qu'on rentre très tard, ça veut dire que le cours à 8h du matin, on y est. Ça veut dire qu'on y travaille. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de dormir. Ça veut dire qu'on y travaille et donc qu'on s'est organisé. Je voulais revenir sur les Parcoursup. Tout à l'heure, on parlait de Parcoursup et de... On va y arriver. Moi, je marche. Vous marchez. Voilà, on va y arriver. Ça, c'est le running gag de la fin d'après-midi. Sur Parcoursup, vous parliez des notes qui vont être regardées, vous parliez de tri, vous parliez de la lettre de motivation. Moi, j'ai vu, il y a presque un an maintenant, sur certains réseaux, tels que le grand réseau TikTok, comme tout le monde le connaît, des lettres de motivation qui avaient été remplacées par des recettes de cuisine. Quels sont les conseils que vous pourriez donner, non pas pour faire une recette de cuisine, mais pour faire une lettre de motivation qui soit suffisamment pertinente pour pouvoir améliorer le dossier d'un candidat ? Alors d'abord, il faut être sincère et ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Ensuite, ne pas faire de fautes d'orthographe. Alors là, quand il y a des fautes d'orthographe, nous, on le met quasiment au panier, parce que ça veut dire que, franchement, l'étudiant ne s'est pas donné beaucoup de mal pour faire sa lettre. La première des politesses, c'est d'écrire correctement. Donc, si vous êtes faible en orthographe, faites-vous relire par votre maman, par votre professeur de français, par qui vous voulez. Mais écrivez correctement. Une lettre dont la rédaction est négligée, elle ne passera pas du tout. Et puis, donc, les lettres artificielles, ça se voit. Et on n'a même pas besoin de les passer au logiciel détecteur de plagiat. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc, soyez sincères, soyez vous-même et parlez de vous sans obligatoirement avoir fait des choses extraordinaires. Si vous vous occupez de vos petits frères et de vos petites sœurs, et ben c'est très bien. Je veux dire, c'est un engagement. C'est un engagement. On n'a pas forcément besoin d'aller loin. Et parlez-nous de vos rêves aussi. Ça, c'est intéressant. Donc, vous n'êtes pas du tout forcé d'avoir un objectif bien précis encore. Quand on sort de terminale, on est encore quand même au seuil de la vie. Donc voilà, ouvrez les pistes, ça, c'est intéressant. Donc les recettes de cuisine, c'est simple, on a beaucoup de travail au moment des examens Parcoursup. Donc les recettes de cuisine, ça ne nous amuse pas du tout, franchement pas du tout. Et nous, on envoie à la plateforme Parcoursup une alerte. Et les étudiants donc, qui ont joué à ce petit jeu s'en mordent les doigts finalement à la fin. Au niveau du fond de la lettre, moi je recommande de montrer que vous avez étudié un peu le terrain. Vous savez dans quelle formation vous postulez et vous avez raison, c'est absolument pas nécessaire d'avoir un projet de vie tracé à ce moment-là. D'ailleurs, vous, parents, à 17-18 ans, vous n'aviez pas forcément de projet de vie. Donc, ne mettez pas le stress à vos enfants. Non. C'est pas la peine. Mais pour moi, ce qui me paraît important, c'est de démontrer que vous êtes la bonne personne pour réussir dans cette formation, donc de démontrer que vous avez les capacités de travail. Et ça, effectivement, en nous parlant de vous, donc en disant vos résultats scolaires, c'est une chose, ça on les a, vous n'avez pas besoin de nous en refaire état, mais si vous avez de bons résultats scolaires, parce qu'il en faut quand même pour être pris en double licence, et que vous réussissez à accompagner votre petit frère, à faire du sport, à faire ce genre de choses, ça veut dire que vous en avez, excusez-moi de parler comme ça, un peu encore sous le pied, et donc quand vous allez être pris dans une formation exigeante, vous allez vous en sortir. C'est bien de montrer que vous avez une réelle appétence pour les deux formations et pas une seule. Il faut montrer la plus-value que vous voyez à rejoindre une double licence par rapport à une simple licence.
Donc, il faut avoir étudié vraiment, mais ça, c'est aussi vrai pour une simple licence. Hein. C'est l'intérêt de ces lettres, de la rédaction de ces lettres, c'est vous faire travailler un petit peu les candidatures et que vous ne candidatez plus au hasard, hein, des candidatures d'opportunité. Non, c'est pas ça. Les candidatures doivent être réfléchies, et particulièrement dans ces filières sélectives. Donc, bien montrer le... C'est la géographie. Ça va le faire, ça va aller. C'est presque la fin, ça va aller. Donc montrer le sens des études, que l'on a bien compris le sens des études, montrer qui l'on est en termes de personnalité, quel est le futur étudiant qu'on peut être pour l'université, et puis peut-être parce que ce que l'on n'a pas dit tout à l'heure, la différence aussi entre une licence simple ou une licence générale classique et une double licence, c'est la sélection. Une licence générale n'est pas sélective, même si elle peut avoir un contingent de places qui est restreint, même si elle peut être en tension, cette filière-là. En revanche, la double licence, elle est entièrement sélective. Donc on peut dire non à une candidature, c'est la différence. Ça remarche. Avec une simple licence où s'il y a 8000 candidatures, on classera de 1 à 8000 les candidatures. En double licence, avec 8000 candidatures, on pourra éventuellement en conserver uniquement 2000 et donner 6000 avis défavorables. Voilà. Et quand on donne un avis défavorable, cet avis il se justifie par le fait qu'on pense que la personne n'a pas le bon profil pour suivre ces filières qui sont exigeantes en termes de travail et qui nécessitent des prérequis pour certaines d'entre elles. Quand on refuse un dossier, on doit le motiver. Alors, on ne va pas faire des dissertations, mais on dit pourquoi on refuse le dossier. Niveau insuffisant au regard des exigences ou des attendus, par exemple, ou du diplôme. Formation de base inadaptée. Il faut dire que chaque année, on voit des étudiants qui demandent une double licence histoire-allemand, par exemple, et qui n'ont jamais fait d'allemand de leur vie. Ça va pas. C'est ballot. Je vous propose, puisqu'il nous reste quelques minutes, une série de questions-réponses. Si vous avez quelques questions, on va essayer d'apporter quelques réponses. J'ai vu un monsieur de ce côté. Et puis par la suite, n'hésitez pas à aller voir nos collègues sur les stands des universités. Vous avez des chargés d'orientation, des enseignants qui sont présents, vous avez des étudiants qui sont parfois dans la filière. Donc n'hésitez pas à aller les voir pour leur poser d'autres questions. Monsieur, on va faire 2 ou 3 questions. Je pense qu'on n'a pas énormément de temps. Ah oui, alors s'il marche le micro, tant mieux. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir par rapport à la lettre de motivation, est-ce qu'il y a un format Alors sur Parcoursup, j'imagine qu'il doit quand même y avoir une limite, mais ne me demandez pas le nombre de caractères, j'en sais rien. Il y a un nombre de caractères qui est restreint. 1500 ? Oui, 1500. Voilà, 1500. Donc, moi, si je peux vous donner un conseil en tant que chargé d'orientation ou responsable de service d'information et d'orientation, pas de blabla. Non. Ça sert à rien. Ne dites pas je veux aller dans votre double licence parce que c'est la meilleure. On le sait, c'est pas la peine de nous le dire. Je veux aller dans telle université, à l'UPEC, à Paris-Est, Créteil, à Paris-Cité, à Sorbonne ou je ne sais quoi. Vous êtes les meilleurs, on le sait. Pas de blabla. Vous allez droit au but. Tout à l'heure, c'est ce que l'on a abordé. C'est montrer le sens des études, montrer quelles sont les capacités que l'on a de travail, montrer parfois effectivement ses rêves, son devenir, montrer son projet personnel, professionnel. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Et quand je dis pas de blabla, pareil, pas de formule de politesse à la fin. 1500 caractères, c'est absolument rien. C'est quand même bien de commencer par monsieur, madame. Si, moi je trouve que c'est pas mal, une formule de politesse à la fin. Voilà. Une formule, pas une grande phrase. Oui, pas une grande phrase. Oui, une page pour pas parler en caractère. Voilà. On oublie les fameuses formules pompeuses, je sollicite votre haute bienveillance et tous ces trucs-là. Là, on est déjà à 150 mots en moins sur 1500. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Madame. Alors chez nous, une bilicence, d'ailleurs, je pense que ça n'existe pas en fait, hein, mais à l'UPEC, je veux dire à Paris-Est Créteil, c'est une licence où il y a à l'intérieur une seule licence, où il y a les 2 matières. Donc à l'arrivée, vous n'avez qu'un seul diplôme, qui est un diplôme mixte, si vous voulez. C'est une licence où il y a un peu de tout. Tandis que dans la double licence, vous avez bien les 2 diplômes. Donc il y a
plus d'heures de cours, hein, incontestablement. Il y a beaucoup plus de travail et qui explique qu'on arrive aux 2 diplômes. Alors, mais attention, parce qu'il y a du flou dans le vocabulaire. Et je sais qu'à Nanterre, par exemple, ils appellent bilicence, que nous, on appelle double licence. Donc, il faut regarder de près de quoi il s'agit, parce que les mots ne sont pas toujours employés de la même manière partout. Donc parfois, vous allez avoir des intitulés où en fait, il y a une mineure et une majeure, et on n'a pas les 2 diplômes à la fin, on n'a qu'un seul diplôme, celui de la majeure. D'accord ? Madame. Alors, non. Une double licence, je vous laisse répondre. Ce sont des formations qui sont référencées en tant que double licence sur Parcoursup. Et très souvent, sur le moteur de recherche, quand vous tapez le nom d'une des licences, les doubles licences sortent dans la foulée dans le moteur de recherche. Oui, enfin, c'est quand même, chez nous, moi, je trouve que c'est extrêmement tordu sur Parcoursup. C'est très difficile de s'y retrouver. Vraiment, c'est pas simple. Donc, en fait, la meilleure tactique, c'est vous naviguez sur Internet et vous détectez qu'il existe bien telle double licence dans telle université. Et ensuite, sur Parcoursup, vous allez la chercher. Parce que pour nous, par exemple, il n'y a pas de case, bien que je le réclame à corps et à cri, où on s'inscrirait en double licence. En fait, il faut s'inscrire dans les 2 licences. Et en cours de procédure, mais encore faut-il le savoir, on trouve un endroit où il faut cocher si on veut une 2e licence. Et c'est là qu'on détecte qu'il y a 2 licences. Et ce qu'il y a au moment des examens de dossier, nous, on est 2 à examiner le dossier. Moi pour l'histoire et puis l'autre collègue pour l'anglais ou la géographie. Et donc, on va se passer les dossiers électroniquement, si j'ose dire. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Alors nous, elles sont vraiment référencées en tant que formation. Mais effectivement, nous, c'est une licence sciences biomédicales qui est une mention très peu développée. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. Et à part rien, elles sont toutes bien référencées dans Parcoursup, même si le moteur de recherche peut avoir quelques indélicatesses. Juste une petite parenthèse aussi. Alors, si vous allez sur Parcoursup, allez-y peut-être avec autre chose que Firefox, parce que moi, ça fait depuis l'ouverture. Je l'ai fait remonter au ministère la semaine dernière, ou avant les vacances. Sur Firefox, le moteur de recherche ne fonctionne pas très très bien, alors que sur Chrome, Edge, Safari, ça marche bien. Et je sais que de leur côté, leurs informaticiens étaient en train d'y travailler. En gros, quand vous mettiez droit et Paris, vous n'aviez pas les formations à Paris, vous aviez les formations en France. Voilà. Donc faites attention. Moi, je vais aussi répondre sur ce point, sur les doubles licences. Elles apparaissent bien pour notre université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En revanche, si je tape droit, je ne vais pas voir la licence de droit en premier. Elle va être perdue tout au fond, très très loin, alors qu'on aura en premier les doubles licences. Voilà, donc Parcoursup, c'est un petit peu aléatoire. Ça s'est amélioré grandement. D'ailleurs, moi, je vais vous inciter à aller sur le simulateur. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais vous avez un simulateur sur lequel vous pouvez mettre votre type de bac, les spécialités, et puis vous avez un curseur pour mettre votre moyenne générale, pour avoir une estimation sur la possibilité d'être pris ou non dans la filière de ce choix. C'est qu'une estimation et pas une certitude. Et il y a de très très grosses différences suivant les doubles licences. Par exemple, nous, la plus sélective de très très loin, c'est la double licence Histoire Sciences Politiques, où tout est plein dans les 15 jours, si j'ose dire. Il y a vraiment une très forte demande. Par contre, la double licence Histoire Allemand, alors là, on attend, parce qu'il y a très peu d'élèves qui font de l'allemand, tout simplement, en France, et qui font de l'allemand suffisamment pour avoir envie de faire une double licence histoire-allemand. Donc cette double licence-là, qui sur le papier a 20 places, n'est jamais pleine chaque année. Donc s'il y a des germanistes, à bon entendeur.
Et puis pas de mauvaise stratégie, ça aussi c'est par expérience. Certains étudiants vont dans une double licence et au bout de 6 mois se disent en fait je vais abandonner l'une des deux et je vais aller dans une licence simple. Ça peut fonctionner, mais ça peut ne pas fonctionner. Et majoritairement, je parle en tout cas de chez nous, à Paris 1, ça ne fonctionne pas. Donc pas de mauvaise stratégie. Même chose, certaines formations ont ce quota extérieur, de candidats extérieurs à la région académique. Donc en gros la province et les territoires d'outre-mer. Certains choisissent les doubles licences parce qu'il n'y a plus cette restriction géographique et se disent au bout de 6 mois je vais abandonner l'une des deux. Ça ne fonctionne pas, c'est une mauvaise stratégie. Ça peut arriver mais c'est très anecdotique. Madame, et ce sera la dernière question parce que je crois qu'il va falloir que l'on ferme les portes. Oui. Alors, ça dépend des universités. Chez nous, c'est de droit à tout moment. L'étudiant peut passer en monodisciplinaire quand il veut. Donc, s'il a des choses à rattraper, par exemple, puisque la première année est pas mal mutualisée, il y a puis il y a toujours des enseignements qui comptent double et d'autres qu'il ne fait pas. Il y a des options, par exemple, dont on va le dispenser. Peut-être qu'il aura à rattraper quelques unités, mais ça fonctionne sans difficulté. Alors, à l'intérieur de la faculté des lettres, en particulier, avec nos collègues de Sciences Po, qui ne sont pas la faculté des lettres, c'est une autre composante de l'université. Eux, ils ne veulent pas de réorientation en cours d'année. C'est-à-dire l'étudiant qui est en double licence histoire sciences politiques, il faut qu'il fasse toute son année. Mais à la fin de l'année, il pourra basculer ou d'un côté ou de l'autre. Et nous, c'est pareil. Il y a un accompagnement de l'étudiant dans le cas où il renonce à une des licences. On préfère qu'il termine l'année complète, mais si réellement il est en souffrance, on peut lui permettre en milieu d'année, donc à la fin du semestre, de retourner dans sa simple licence, avec parfois des choses à rattraper du fait des aménagements dont il ne bénéficie plus. Donc on le voit bien encore une fois, chaque université peut avoir des systèmes différents. Donc renseignez-vous bien auprès de chaque établissement et encore une fois, ne prenez pas de risques. Prenez la formation qui va vous plaire, choisissez la formation qui va vous plaire, dans laquelle vous allez vous sentir bien et dans laquelle vous allez réussir. Je souhaitais remercier Madame Lebarge et Madame Touzry d'avoir participé à cette table ronde. Et je vous souhaite une très bonne journée et n'hésitez pas à aller voir nos collègues sur les stands des universités. Merci à vous. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.